Je vous souhaite donc la bienvenue et je vous remercie de l'intérêt que vous portez donc au Conseil coton et anacarde de Côte d'Ivoire et plus généralement à la Côte d'Ivoire elle-même. Je pense que je reconnais certains visages qui étaient avec nous déjà l'année dernière et je me réjouis donc de leur fidélité. Grâce à leur fidélité, nous allons revenir l'année prochaine. Merci beaucoup. Alors donc, comme vous pouvez le voir, donc nous avons dit au-delà de la sécurité alimentaire, la création de richesses, d'emplois et d'opportunités dans les filières coton et anacarde en Côte d'Ivoire. C'est un titre qui parle lui à tout seul. Je pense que c'est tout un programme. Comme vous pouvez imaginer, ce sont des potentialités réelles de notre pays. Alors, notre présentation va s'articuler donc autour des 4 points suivants. L'organisation de la filière anacarde, les potentialités de la filière anacarde, les opportunités d'investissement dans la filière, la contribution de la filière à la sécurité alimentaire. Ensuite, donc, dans un second temps, nous parlerons de la filière coton. Alors, l'organisation de la filière, nous avons connu une réforme en 2013. Il faut dire qu'avant 2013, il y avait une structure de régulation, mais qui était totalement défaillante. Et ça a mené donc les autorités à réformer la filière en 2013. Et nous avons donc une organisation interprofessionnelle de l'anacarde qui comporte 4 collèges. Nous avons au total 450 000 producteurs. Nous avons 1500 acheteurs agréés avec leur prolongement sur le terrain qui sont donc au nombre de 15 000 pisteurs. Nous avons 150 exportateurs agréés. Nous avons 40 unités de transformation, la noix de cajou actuellement en Côte d'Ivoire qui sont opérationnelles. Il y a donc aussi une structuration du milieu des producteurs. Et à ce titre, nous avons donc 400 coopératives. Alors, au niveau des potentialités de la filière anacarde, c'est un secteur majeur de l'économie agricole qui est source de revenus substantiels pour les populations rurales du Nord, de l'Est et du Centre. Il faut savoir que donc, la Côte d'Ivoire part donc de la mer, l'océan Atlantique, et se termine donc à la limite donc, du Burkina, du Mali au nord. À l'est, vous avez donc le Ghana. À l'ouest, vous avez la Guinée. Mais c'est un carré de 600 km de côté. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous sommes présents dans 19 régions administratives de la Côte d'Ivoire. Une région, c'est plusieurs départements administratifs. Nous couvrons à peu près donc 60% du territoire ivoirien, je veux dire les spéculations, coton et anacarde. Alors, c'est 450 000 producteurs, c'est 1 400 000 hectares de superficie de noix d'anacardier, pardon. C'est le deuxième produit d'exportation après le cacao. La production ivoirienne représente 25% de la production mondiale puisque nous sommes à 1 million de tonnes. Et l'ensemble des pays producteurs, la production mondiale tourne autour de 3 millions 8, 4 millions de tonnes. Donc vous voyez, c'est vraiment le quart de la production mondiale. Nous sommes naturellement donc avec ce volume, premier producteur mondial, et nous sommes environ tous les noix qui voyagent et qui passent d'un pays à l'autre, nous mettons à peu près 40%, nous représentons 40% de ce volume. Environ 25% des recettes d'exportation agricole, ce qui n'est pas négligeable. Et non, on revient là. Alors, quelques produits de l'anacarde, vous avez donc les amandes de cajou. Vous avez des échantillons là. J'espère que chacun va pouvoir avoir un petit pot à la sortie. Nous avons donc à partir des amandes, on peut faire du lait de cajou, on peut faire de l'huile de cajou. On peut faire avec les coques du CNSL, qui est donc cashew nut shell liquide, qui est donc un liquide très apprécié dans les systèmes de freinage des avions et de l'automobile. Et donc, on peut faire du jus de pomme
pommes de cajou, comme on fait du jus de pomme ici. Voilà. Suivant. Nous insistons pour dire que c'est un secteur majeur de l'économie agricole. Près de 85% de la production sont malheureusement exportées à l'état brut. Nous parlons des résultats de l'année dernière. Cette année, en 2022, ce pourcentage va certainement, le pourcentage de transformation va augmenter. Donc, le volume exporté va diminuer. 85% des exportations brutes vers donc, le Vietnam et 14% vers l'Inde. Jusqu'à l'année dernière, nous n'avons que 2 clients. Un marché extrêmement étroit. Le Vietnam, qui absorbe donc 85%, et l'Inde, qui a absorbé 14%, et il y a 1% qui va donc vers d'autres destinations. Cette année, les choses s'améliorent. En 2022, je veux dire. 2022, nous avons le Brésil qui a pris une partie de nos volumes, l'Indonésie également qui en a pris. Alors, la qualité moyenne, bon, ça ce sont des normes techniques. Et nous avons une capacité de transformation de l'ordre de 300 à 350 000 tonnes actuellement en Côte d'Ivoire. Mais si on prend le volume transformé l'année dernière, c'est 136 000 tonnes, représentant 14% donc, du volume produit, la production. Et ce volume transformé nous place au 3e rang mondial des pays transformateurs de noix de cajou. Après donc le Vietnam, qui processe à peu près 1 500 000 tonnes. Après l'Inde, qui processe autour de 1 300 000 tonnes. C'est la Côte d'Ivoire qui vient loin derrière, mais nous sommes tout de même sur le podium. Et nous sommes appelés à progresser. Ça, c'est les résultats 2021. Les résultats 2022 sont déjà un peu plus meilleurs. Suivant. Comme je le disais, donc, toute la partie en vert représente les zones propices à la production de la noix de cajou. Comme vous pouvez le voir, ça représente largement plus de la moitié donc la Côte d'Ivoire. Alors ce schéma, ce diagramme représente donc les superficies et la production. La production est en orange et donc les superficies sont en bleu. Comme vous pouvez le constater, donc la production, les rendements ne sont pas excellents. Nous sommes donc autour de 600 kg/hectare, ce qui fait que donc, la superficie dépasse largement la production. Nous avons 1 400 000 hectares, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Suivant. Alors ça, c'est le schéma qui représente le commerce des noix et le commerce des amandes. Tout ce qui est en vert, c'est les trajets que prennent les noix brutes. Donc vous pouvez constater. Donc vous voyez, il y a une concentration de production là. Là, c'est la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le Nigeria, le Ghana, le Bénin, la Guinée, le Mali, le Burkina et le Sénégal par là-bas. Et puis donc en Afrique de l'Est, vous avez le Mozambique, la Tanzanie et voilà. Et puis donc le Brésil. Voilà donc les principales zones de production. Et puis après vous avez l'Asie. Donc ça c'est le Vietnam en particulier, le Laos, le Cambodge. C'est les 3 pays qui produisent en Asie. Donc ça ce sont tous les flèches, tout ce qui est en vert, c'est les pays de producteurs. Les flèches vertes indiquent le mouvement des noix brutes. Comme vous pouvez le voir, les noix brutes partent de l'Afrique de l'Est vers l'Inde ou le Vietnam. Les noix brutes partent de l'Afrique de l'Ouest vers le Vietnam ou vers l'Inde. Et puis donc, il y a quelques pourcentages qui partent vers le Brésil, mais très peu finalement. Ça représente, à l'époque, donc ça représentait 4%. Cette année, nous sommes autour de 3%. Et puis donc, après, vous avez le mouvement des amandes. L'amande, c'est le produit issu de la transformation de la noix brute. Donc vous avez les amandes. Et ça, c'est tout ce qui est... C'est orange hein, comme couleur. Alors, plus la couleur est foncée, plus le pays est consommateur. Donc vous pouvez constater que les États-Unis sont de gros consommateurs.
l'Europe est un gros consommateur, y compris l'Europe du Nord. Et tout ce qui est un peu plus clair, ça consomme, mais pas autant que les foncés. Donc, les Noirs partent de Côte d'Ivoire, voyagent jusqu'en Inde ou voyagent jusqu'au Vietnam, sont transformés, et du Vietnam, ça part donc vers l'Australie, ça part vers les États-Unis, vers l'Europe, etc. Donc vous voyez, c'est un long circuit. C'est un long circuit. Donc avant que une amande n'arrive dans l'assiette d'un consommateur français, elle a été produite en Côte d'Ivoire, elle a voyagé au Vietnam pour aller transformer, ensuite elle reprend la route pour aller donc, soit pour venir là, avant d'être consommée. Pour au moins 26 000 km de trajet, avec un indice carbone extrêmement élevé. Alors, ce que nos autorités ont décidé, c'est plus jamais ça, si on peut s'exprimer ainsi. Suivant. Alors, donc ça c'est ce que je viens d'expliquer. Vous avez donc la légende. Bon, mais je pense que j'ai bien expliqué, mais au cas où vous aurez des questions plus tard, on va pouvoir donc revenir sur ce chemin. Suivant, oui. Donc, alors, en termes d'opportunités, il faut reconnaître que nous avons la matière première, qui est de qualité. Nous avons la disponibilité de la main-d'œuvre. Nous avons beaucoup de jeunesse. Comme ça a été expliqué en plénière, 70% à peu près des Ivoiriens ont moins de 35 ans. Et c'est des jeunes qui sont formés, avec au moins bac, beaucoup au moins sont de niveau bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. Nous avons un coût des investissements extrêmement favorable, qui est donc favorable à l'initiative privée, une fiscalité favorable, une disponibilité d'infrastructures de base. Nous avons des routes, des autoroutes, nous avons, c'est vrai, une ligne de chemin de fer, nous avons l'électricité, nous avons l'eau. En Côte d'Ivoire, quand vous avez une coupure d'électricité, une fois par mois, les gens crient au scandale, parce qu'on est tellement gâtés qu'on ne peut pas concevoir qu'il y ait une seule coupure de notre vie. Quand ça arrive, ça devient vraiment un vrai scandale. On demande au président de démissionner. Nous avons donc travaillé sur l'environnement global de la transformation pour rendre cet environnement favorable. Et pour le rendre favorable, il faut donc créer toutes les conditions. Et à ce titre, nous avons créé donc des zones industrielles dédiées à la transformation. Nous avons construit une usine école parce que c'est des nouveaux métiers pour les Ivoiriens. La transformation de la noix de cajou, ce sont des nouveaux métiers. Nous avons créé une usine école. Nous sommes en train de créer donc un centre de valorisation des sous-produits de la transformation, notamment les coques que nous voulons transformer donc en eau pour débarrasser les industriels donc de tout ce qui est déchets et qui pourrait nuire. Alors ça c'est notre usine école, c'est centre d'innovation des technologies de l'anacarde. À l'intérieur, vous avez une vraie usine qui processe les noix de cajou, mais qui est aussi un centre de formation intégré pour que donc tous ceux qui veulent investir dans la noix de cajou, dans la transformation de la noix de cajou, viennent se faire former avant d'aller démarrer leur business, parce qu'il est important d'avoir donc les fondamentaux du métier que vous voulez exercer. Suivant. Ce sont quelques images des dames qui travaillent à l'usine. Il faut dire que dans cette usine, il y a 70% de dames. Et c'est comme ça dans le monde. Toutes les usines de transformation de la noix de cajou emploient entre 70 et 80% de femmes, parce que la phase terminale donc, de finition des amandes exige une main-d'œuvre. La machine ne peut pas enlever toutes les pellicules. Donc la dernière étape c'est faire donc manuellement. Et c'est les femmes qui ont, j'allais dire, la patience de faire ça. Nous les hommes, on est trop nerveux, on ne peut pas faire ça. Voilà, les femmes sont... Alors, nous avons donc, je disais, la matière première pour donc les unités ont un avantage.
contrairement aux autres acteurs qui ne peuvent pas acheter bord-champ, les unités de transformation peuvent acheter bord-champ. Nous avons institué une subvention à la transformation pour combler le gap de compétitivité entre notre jeune industrie et les vieilles industries de l'Inde et du Vietnam. Donc il y a une subvention de 400 francs sur chaque kilo d'amande que vous produisez en tant que transformateur. Je dis bien 400 francs. Et les 400 francs sont payés par le conseil du coton de l'anacarde. Il n'y a pas une administration lourde où on met dans le circuit du ministère de l'économie, non, non. Tous les trimestres, vous emmenez votre dossier, il est analysé, il est validé, et dans la même semaine, j'allais dire, on vous paye. Donc, un mois après la fin du trimestre, vous avez votre subvention. Et je peux vous dire que ça compte pour les transformateurs, puisque juste avant de venir cette année, donc il y a eu un retard dans la transmission de dossier, mais juste avant de venir, j'ai signé les subventions du premier trimestre 2022. Et je peux vous dire qu'il y en a qui ont jusqu'à 615 millions de subventions pour un seul trimestre. C'est autour de 1 million, autour de, j'allais dire, 900 000 euros. C'est bien ça. Hein? C'est pas rien. Quand vous avez 900 000 euros en subvention pour un trimestre, c'est pas rien. Et donc, nous avons aussi un mécanisme de garantie. Nous apportons donc des garanties aux transformateurs lorsqu'ils veulent lever des fonds auprès des banques. Nous avons donc une exonération de taxes sur les amendes. Si vous exportez des amendes, vous payez 0 taxe. Mais par contre, si vous exportez des noix brutes, alors vous êtes taxé. Et nous allons relever encore cette taxe sur les noix brutes pour pouvoir nous permettre de financer la subvention à la transformation localement. Nous sommes en train d'aménager 4 zones industrielles, mais dédiées à la transformation de la noix de cajou. Ce sont des zones aux normes et aux standards internationaux sur lesquels vous arrivez, donc vous avez la voirie, vous avez donc l'eau, vous avez l'électricité, vous avez les magasins de stockage, vous avez un poste de sécurité, services, les banques, etc., etc., sur le site. Et donc vous venez avec le plan de votre usine, vous l'installez, vous commencez à travailler. Et ça vous règle tous les problèmes en amont, donc, relatifs donc, à l'acquisition de terrain, les questions foncières qui ne sont pas toujours faciles à gérer, etc., etc. Donc ça, c'est la première fois quand même qu'une filière fait ce genre de démarche en Côte d'Ivoire. Donc les zones de Bondoukou et de Korgo seront livrées cette année. Nous allons démarrer les travaux de la zone de Séguéla cette année et donc la zone de Boaké certainement l'année prochaine, si tout va bien. Donc, quand vous avez aussi une usine, vous avez la latitude de signer une convention avec l'État de Côte d'Ivoire, avec des engagements précis. Vous créez une usine qui a une capacité de 5 000 tonnes, vous vous engagez à aller à 10 000 tonnes dans 4 ans, et ça vous donne des avantages particuliers, en plus donc de ce que le Code des investissements vous offre. Suivant. Il faut rappeler que l'anacardie a été introduit en Côte d'Ivoire à des fins de reboisement dans les années 60. Ça, il est bon de le rappeler et c'est important de le rappeler. L'anacardie est un arbre écologique qui a été introduit pour lutter contre l'avancée du désert dans les années 60. On a l'impression parfois quand on fait les débats maintenant, on a l'impression que c'est des choses qu'on découvre aujourd'hui. Ce n'est pas exact. L'anacardie, déjà dans les années 60, le président Houphouët a fait introduire cette plante parce qu'elle avait la vertu de freiner et de reboiser les zones savanières ou savanicoles parce que c'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'intrants, n'a pas besoin de beaucoup de minéraux pour grandir. Et elle pousse bien dans les zones même les plus pauvres. Et donc c'est comme ça que l'anacardie a été introduite en Côte d'Ivoire. C'est chemin faisant que nous avons senti que donc il y avait un potentiel économique qui nous a été révélé d'ailleurs par les Asiatiques. Et donc, ce chemin faisant, on a quasiment basculé donc de l'écologie à l'économie, mais il reste que la fonction première de l'anacardie en Côte d'Ivoire reste donc d'actualité aujourd'hui. Et à ce titre, nous sommes en train de nous battre pour avoir le crédit carbone. Nous avons monté des dossiers, nous sommes à la recherche de partenariats, nous avons fait le déplacement à la COP26 à Glasgow pour chercher des partenariats afin de bénéficier, j'allais dire,
du crédit carbone parce que nous le méritons. L'anacardier est une plante écologique qui mérite donc d'être récompensée par rapport à sa contribution donc, à la captation de CO2. Voilà donc, si vous avez donc les possibilités de nous accompagner sur ce projet, c'est un jeune projet pour lequel nous n'avons pas encore l'aboutissement. Mais nous y croyons fort parce que c'est justifié. Voilà. Alors, l'anacardier, donc, bon, on peut affirmer qu'il y a 3 500 000 personnes qui vivent de ça. C'est vrai, nous avons autour de 450 000 producteurs. Mais lorsque vous voyez la campagne de commercialisation qui mobilise 1200 exportateurs, 1200 acheteurs, 140 exportateurs, 1200 acheteurs, 15 000 pisteurs, plus tous les camions, 27 à 28 000 camions qui font le transport avec tout le personnel qui sont à bord de ces camions, apprentis, aides-chauffeurs, etc., c'est quand même beaucoup de monde et beaucoup d'emplois qui sont créés. Et maintenant, nous sommes en train de faire le point par rapport aux usines qui sont en Côte d'Ivoire. Quels sont donc les emplois? Quel est l'effectif des emplois qui a été créé? Et nous allons pouvoir communiquer dessus très prochainement. J'allais dire d'ici 2 semaines, c'est un chantier qui est en cours. Alors, au-delà donc de ça, il faut ajouter que pour des raisons de contribution donc, à la nutrition, nous faisons une association de l'anacardier avec le soja. Quand les plantes d'anacardier sont jeunes, elles ne rapportent rien, ne sont pas encore en production. Et donc, le producteur a besoin de continuer de se nourrir, il a besoin de continuer d'avoir des petites recettes. Et donc, nous faisons donc une association soja-anacardier. Nous avons donc toujours donc, dans ce que je disais tout à l'heure, un microclimat qui est créé par les vergers d'anacardier parce que les vergers d'anacardier représentent 9% du couvert, j'allais dire, forestier dans toute la partie où prospèrent donc ces anacardiers. Et pour bien comprendre le système, je pense que dans la salle, quelqu'un a parlé donc, de la nécessité d'adapter la fertilisation. Je crois que c'est le directeur de l'OCP. Eh bien oui, nous, pour professionnaliser nos producteurs, nous avons installé un laboratoire d'analyse des sols pour qu'on connaisse exactement la qualité du sol. Qu'est-ce qui lui manque pour venir combler ce qui lui manque et non donc lui donner, j'allais dire, comme on le fait actuellement, à raison donc dans la culture cotonnière, on donne 200 kilos de NPK à tous les sols. Mais tous les sols n'ont pas la même maladie. Vous êtes d'accord avec moi? Si nous tous nous allons à l'hôpital, qu'on nous donne le même médicament, ce n'est pas évident. C'est exactement ça pour le sol. Donc il s'agit de savoir quelle est la maladie du sol pour lui apporter ce qui lui manque. Voilà. OK. Suivant. Bon, on va accélérer, sinon on risque de manquer de temps pour les échanges. Et alors, donc, de la sylviculture à l'agroforesterie, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'anacardier a été introduit à des fins donc, de couvert forestier. Juste pour ça. Et maintenant, nous avons basculé à l'agroforesterie. C'est une plante qui sert de couvert végétal, mais qui nous apporte aussi des recettes. Voilà. Sur le coton, on va aller un peu plus vite. Oui, l'organisation. Donc, on a 130 000 producteurs de coton. Et bon, c'est une filière qui est très structurée. Et nous avons 6 sociétés cotonnières avec donc une répartition spatiale pour donc que les gens se professionnalisent. On a structuré l'espace de production en zone exclusive d'activité. Chaque société cotonnière a un espace au sein duquel elle évolue et elle est responsable entière donc, de tout ce qui se déroule sur cet espace-là, en termes donc, de bien-être des populations, en termes donc, de fourniture des intrants, en termes donc, de contribution à l'épanouissement social des cotonculteurs. Nous avons donc, des usines de trituration et nous avons donc 3 filateurs mais qui sont en difficulté en ce moment. Et donc, 2 imprimeurs, oui, et ils marchent bien, mais les filateurs sont en difficulté. Suivant. Bon, donc ça sont les chiffres clés de la filière. Nous sommes, il faut retenir, nous étions, la campagne dernière, 2e producteur
africain de coton au sud du Sahara, mais notre rang, nous avons été deuxième accidentellement, il faut le dire. Notre rang, c'est troisième. Donc on nous repousse à la troisième place, ce qui n'est pas mal pour la Côte d'Ivoire. Nous avons donc à peu près 225 000 tonnes de coton fibre que nous avons produit en 2021-22. Alors, cette année, donc, les projections indiquent qu'on va augmenter. Et malheureusement, comme l'anacar, 95% de nos productions est exportée à l'état brut. Voilà. Nous sommes troisième producteur africain. Une filière très organisée, la filière coton. La filière très organisée. Là, c'est le même chemin entre donc, les superficies et les rendements. Mais ici, vous pouvez constater que la production, les rendements sont au-dessus des superficies. Nous sommes à 1 tonne 200 de rendement. Et vous pouvez voir que la production cotonnière colle un peu sur la production de l'anacar, même s'il y a quelques espaces en moins. C'est justement pour cette raison, le fait que les deux cultures prospèrent sur le même espace, qu'on a créé le conseil de coton et l'anacar. Sinon, biologiquement, les deux cultures n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'une est une culture annuelle, l'autre est une culture pérenne. Suivant. Alors, là, il y a encore autant de potentialités, sinon encore plus de potentialités que dans l'anacar. Parce que autant l'anacar, donc la transformation est beaucoup plus simple. On décortique, on a les amandes. Les amandes sont consommables à l'état blanche, comme on peut les griller. Or, dans la filière coton, il faut passer par le processus d'égrenage, ce qui s'est fait à 100% chez nous. Mais après, il y a la filature, qui est une industrie à part, la filature, le tissage, qui est une industrie à part, le tissage, la confection, qui est une autre industrie à part. Donc quand vous avez tout ça, vous avez vraiment la chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur appelle d'autres activités comme les fabricants de boutons, les fabricants de chaînes, etc., etc., etc. Un vrai cluster peut se développer donc, autour de l'activité de transformation de coton. Nous avons la matière première, nous avons les mêmes avantages que j'ai indiqués tout à l'heure, et nous avons donc les infrastructures, c'est les mêmes, nous avons, j'allais dire, les mêmes tableaux que pour l'anacar. Alors bon, voilà. Alors nous avons quand même l'avantage, d'être en Afrique de l'Ouest. D'être en Afrique de l'Ouest et d'être à proximité, entre guillemets, des marchés de grande consommation. Les marchés finaux de l'habillement, c'est les États-Unis, c'est l'Europe. Or, aujourd'hui, c'est un avantage comparatif. Nous avons la possibilité j'allais dire, de donner la traçabilité de nos produits. Au lieu de les envoyer dans la matière première ailleurs, on transforme et puis on ramène vers le marché terminal, nous avons l'avantage donc de pouvoir donc tracer nos produits. C'est la même chose pour l'anacar d'ailleurs. Et là, c'est très important aujourd'hui parce que quand les jeunes sont aux États-Unis, qu'ils voient un nouveau modèle, ils le veulent tout de suite, ils ne veulent pas attendre 3 mois. Et donc, si nous avons une industrie en Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest aux côtes françaises, c'est 10-15 jours par bateau. Pour aller aux États-Unis, c'est 34 jours, contrairement donc à un bateau qui quitterait l'Asie et qui va mettre donc au moins 45 jours, pour ne pas dire 2 à 3 mois. Voilà, nous avons aussi un marché sous-régional en plein essor qui comprend donc 300 millions de consommateurs. Aussi, les fournisseurs d'engrais, d'intrants sont à interpeller parce que cette filière consomme beaucoup d'intrants et donc ça nous coûte au moins ça c'est l'ancien chiffre, la campagne dernière. Cette année, il faut multiplier ce chiffre, il faut le multiplier par 2. Les intrants, aujourd'hui, c'est 84% d'augmentation, 91% d'augmentation. Voilà, suivant. Ok, bon, le coton est un système, je crois que ça a été expliqué à la plénière là-bas, c'est tout un système, ça favorise effectivement le développement des cultures vivrières.
Parce qu'avec les intrants, une partie des intrants, quand vous commandez les intrants pour le coton, la société cotonnière tient compte de votre plan de campagne pour le vivrier. Et donc, c'est une filière qui participe, donc, j'allais dire, à la résilience des populations dans sa zone de sa sphère de prospérité. Suivant. Voilà. Je vous remercie de votre aimable attention. Et il nous reste, je crois, d'après l'agenda, une dizaine de minutes d'échange. Oui. Oui, monsieur là-bas, oui. ensuite monsieur ici, et puis là-bas. Okay. Oui. Oui, dans les premiers slides, vous avez évoqué beaucoup de services d'hommes, de formation. Et il y a un sujet, d'ailleurs, vous avez un petit peu parlé en disant que c'était difficile, le problème du foncier. Comment ça se passe si quelqu'un désire s'implanter en Côte d'Ivoire pour développer la terre? Oui, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire et que vous voulez créer une usine, vous êtes obligé d'aller négocier un terrain, un espace quelque part. Si vous êtes à Abidjan, on peut vous orienter vers les zones industrielles que l'État a déjà, j'allais dire, acquis en dédommageant les populations. Mais si vous allez à l'intérieur, et c'est notre souhait, parce que notre souhait, c'est que les industries agro-industrielles participent à la structuration de l'économie. Et donc, s'installent là où il y a la production. Et c'est ce à quoi on assiste en ce moment. Mais si vous voulez aller installer une usine, vous ne connaissez pas certainement la géographie de la Côte d'Ivoire, mais je prends n'importe quelle ville, vous voulez aller vous installer à Katiola, eh bien vous êtes obligé d'aller négocier un terrain, soit avec les populations, soit avec l'administration. Je veux dire l'administration communale. Mais c'est une démarche qui n'est pas simple. On va vous donner terrain avec des conditions, ça va prendre du temps, le temps des concertations, le temps de l'administration, le temps de ceci, le temps de cela. Ça va vous prendre 6 mois, 1 an, et parfois plus. Et après, on va vous donner un terrain qui n'est pas viabilisé. Quand vous allez commencer, donc vous allez commencer par faire le terrassement, faire venir l'eau, faire venir l'électricité, faire venir la route, etc., etc. Vous comprenez, ce sont des véritables contraintes pour un investisseur qui arrive de l'extérieur. Même de l'intérieur, ce n'est pas toujours facile, mais de l'extérieur, c'est encore plus compliqué. Voilà, donc nous solutionnons toutes ces questions à travers l'aménagement de zones agro-industrielles, enfin zones industrielles dédiées à la transformation de la noix de cajou. Et j'insiste, c'est la première fois qu'une filière va s'endetter, parce que nous sommes allés nous endetter auprès d'un partenaire financier pour venir faire ça, afin donc d'accélérer le mouvement. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, il y a un micro là. Oui, bonjour monsieur. J'accompagne depuis pas longtemps un réseau d'entrepreneurs et parmi ce réseau d'entrepreneurs, il y a un spécialiste, un leader européen de transformation d'équipements matériels en agroalimentaire. Et je pense que dans la réflexion que l'on a aujourd'hui, on peut faire de la transformation de viande, on peut vendre des outils pour transformer la viande, les légumes, mais j'ai bien entendu qu'il y avait ce type de produit qui était là, et je pense qu'on a des produits qui éventuellement ont des machines qu'on pourrait proposer. À qui on s'adresse? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'on accompagne avec vous? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez ça? Ou est-ce que vous achetez aujourd'hui ce matériel? Voilà, c'est nouveau. Donc je profite de cet atelier pour vous passer le message et pour éventuellement prendre des contacts. Ok, vous nous intéressez parce que... Non, je le dis, je suis honnête. Vous nous intéressez parce que jusque-là, j'allais dire, la technologie européenne est absente dans le process de la transformation de la noix de cajou. Il y a que quelques équipements italiens qui sont adaptés. Et nous avons donc 2 usines qui ont acquis des équipements italiens. Mais ce n'est pas simple. Ces équipements doivent être encore réadaptés à la noix de cajou. Et donc, ceux qui ont acquis les équipements italiens ont pris du retard. Il y a une usine qui a pris 2 ans de retard, rien que parce que la technologie qu'ils ont acquis n'est pas adaptée. Donc, l'Europe est absente du process. Si vous me dites que vous avez des machines qui peuvent, alors vous nous intéressez. Alors, venez au salon des technologies, salon international des technologies de transformation, l'ANACAR, que nous allons organiser l'année prochaine en novembre 2022. C'est un salon spécialisé où les équipementiers viennent exposer leurs machines et avec toutes
tourne autour de l'économie de la transformation, les banques, les services, les administrations, la recherche, etc., etc. Tout ça se retrouve sur le même site pendant 3 jours et chacun expose ses machines et vous avez à peu près 12, 15 000, 25 000 visiteurs qui participent à ce salon. Je ne manquerai pas de faire la proposition à mes clients. Simplement, est-ce qu'il serait possible d'avoir de votre côté une personne, un expert, qui viendrait regarder si nos solutions sont des solutions intéressantes et comment on peut les faire évoluer pour aller dans votre sens? Bien sûr. Est-ce qu'on peut... Voilà, là, je suis intéressé bien dans sûr. ce sens-là. Je peux vous bien sûr, vous nous donnez vos contacts et puis après, donc, vous pouvez nous adresser une invitation et je vous enverrai un de mes spécialistes. Merci beaucoup. Voilà. Au fond, là-bas, il y avait... Ah, les dames n'ont pas encore parlé. Donne le micro à madame. Excusez-moi, privilège féminin. Merci beaucoup, monsieur Koulibaly. Alors, moi, j'ai profité du fait quand même que vous avez et le coton et l'anacarde, parce qu'en fait, j'étais venue surtout pour le coton. Voilà. Ce matin, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les explications, donc, disons que dans les bassins de coton, il y a énormément de synergies qui se font, que ce soit bien sûr au niveau des engrais, enfin au niveau de la production. Est-ce que vous pourriez, puisque j'ai la chance que vous ayez les deux chapeaux, est-ce que vous pourriez nous expliquer par rapport au développement de l'anacarde comment le bassin cotonnier a aidé et cerise sur le gâteau, dans les nouvelles récemment, il y a eu un énorme investissement qui vient de tomber sur la Côte d'Ivoire. J'ai pas le montant, mais il est énorme, pour créer une nouvelle usine d'égrenage. Et en quoi cela va-t-il faire progresser les choses en Côte d'Ivoire? Ok, alors, la filière coton, contrairement à la filière anacarde, est une vieille filière. Pour rappel, le coton, la culture du coton a été introduite depuis la colonisation par la CFDT, qui était donc la compagnie de développement du textile, compagnie française de développement du textile, CFDT. Alors bon, par la suite, on a dit que ça sonnait quand même, 20 ans après les indépendances, ça sonnait un peu colonial. Donc on a remplacé le F par le I. C'est devenu compagnie ivoirienne de développement textile. Voilà. Donc alors, voilà. Et donc depuis, il a plu au gouvernement successif, donc de prendre des mesures. On est allé vers une privatisation en 1998, ensuite vers la libéralisation en 2000, et puis on a vu tout le désordre que ça a créé. On est revenu donc à des zones exclusives d'activité, comme j'ai expliqué tout à l'heure. La libéralisation voulait que chacun aille faire ce qu'il veut partout. Bon, ça crée un désordre, une pagaille, avec des coûts de structure insupportables pour la filière. Et donc, on est revenu à une rationalisation de l'occupation de l'espace. Donc, chaque société cotonnière a un espace autour des usines d'égrenage qu'ils ont créées. Vous nous apportez une bonne nouvelle en disant qu'il y a une nouvelle usine d'égrenage qui va se créer. J'imagine que c'est Ivoire Coton, qui est donc un démembrement donc, du groupe Agacan en Côte d'Ivoire, et qui va donc faire cet investissement parce que leur installation était devenue obsolète. Et donc, ils faisaient une campagne d'égrenage qui durait pratiquement 5 mois. Nous avons dit que ce n'est pas acceptable, parce que ça impacte la qualité de la fibre au final. Et donc, et tout ça, on impute après aux producteurs. Donc, nous avons mis la pression et ils avaient pris l'engagement, effectivement, de créer une nouvelle usine. Je suis content que vous nous confirmez aujourd'hui qu'ils ont mobilisé le financement nécessaire. Alors, bon. Ben oui, les synergies, quand on parle donc de producteurs de coton et de producteurs d'anacarde, en général, c'est les mêmes. Voilà, c'est les mêmes. Puisque j'ai expliqué, si on a mis conseil coton, du coton et de l'anacarde, c'est parce que ces deux cultures occupent le même espace géographique. Sinon, comme j'ai dit, il n'y avait aucune raison. Le coton, c'est une culture annuelle. L'anacarde, c'est une culture pérenne. Et donc, les producteurs de coton sont généralement les producteurs d'anacarde. Ça, par contre, tous les producteurs d'anacarde ne sont pas forcément producteurs de coton. Ça dépend des régions. Quand vous allez à la zone de Yamoussoukro, Tiebissou, Toumoudi, Dembokoro,
vous n'avez plus de coton. Mais à partir de Boaké, tous ceux qui font donc de coton, ils font de l'anacarde. Donc c'est à peu près les mêmes, à quelques exceptions près, par rapport donc à la géographie, où donc les deux cultures peuvent être mises ensemble. Donc c'est la synergie du coton et du vivrier. C'est là que ça aide. Vous voyez, vous avez... Sur le vivrier, les producteurs n'ont pas d'intrants. Sinon, il faut qu'ils aillent acheter cash à la boutique. Or, le système de production de coton est fait de telle sorte que la société cotonnière vient avancer les intrants. Il donne les intrants à crédit. Donc, ce qui permet aux producteurs de prendre les intrants à crédit. Sous couvert donc de coton, il prend à la fois les intrants du coton et les intrants du vivrier. Et à la récolte, au moment de la commercialisation, la société cotonnière défalque donc ce qu'elle a prêté aux producteurs. En d'autres termes, si vous avez une recette de 300 000 ou 300 euros et que les intrants qu'on vous avancez, c'est 50 euros, la société cotonnière défalque donc les 50 euros ou vous verse 250 euros. Et donc ça permet donc aux producteurs d'accéder aux intrants. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec le monsieur de Géocoton tout à l'heure, le coton c'est un système. Ce n'est pas seulement le coton, mais c'est l'ensemble de la production vivrière de cotonculteurs qui est impacté par l'activité. Et mieux, les sociétés coopératives sont les plus dynamiques de Côte d'Ivoire dans le domaine du coton. Et elles réalisent beaucoup d'infrastructures sociales en faveur donc, de leurs membres. Construction d'écoles, construction de centres de santé, parfois participent même au reprofilage de certaines pistes, etc. Alors, en matière de transformation des matières premières de Côte d'Ivoire sur le terrain, quels sont les premiers résultats? Les usines de transformation sont-elles installées à Abidjan, à Boaké, à Gagnoa? Il faut absolument qu'on sache où sont réellement implantées ces usines. Dernière question, en matière de coopération régionale, est-ce que vous avez une politique économique vis-à-vis de vos voisins? Et il faudrait en parler. Je pense que vous avez parlé tout à l'heure du fait que la Chine, le Vietnam et bien d'autres pays, surtout les Européens, sont impliqués évidemment dans ce commerce-là. Mais vos voisins, est-ce que vous avez une politique économique avec le Mali, avec la Guinée, avec bien sûr même le Nigeria? C'est très important. Voilà mes questions. Ok, merci. Donc sur la localisation des usines, déjà, moi je m'occupe du coton et de l'anacarde. Je peux vous dire, et j'ai donné les chiffres tout à l'heure, vous avez vu les progressions sur les 4 dernières années. Et nous sommes dans cette dynamique extrêmement positive. Parce qu'en même temps que les résultats progressent, l'environnement devient favorable. Grâce donc à tous les outils qu'on a mis en place, l'usine école, le fait que nous allons créer des centres de valorisation des coques, parce que les coques sont en train de devenir rapidement un problème pour les usiniers. Vous savez, l'anacarde, la noix de cajou, c'est 75% de coques et 20% d'amandes. Et là, je suis généreux. Donc, ça génère beaucoup de déchets. Et là, nous allons mettre en place donc, des usines pour reprendre les coques de toutes les usines qui sont installées, pour reprendre les coques pour les transformer en shell liquide. Alors, vous demandez la localisation. La localisation, c'est simple. Vous avez des usines à Tumodi, à Yamsokoro, à Tiebissou, à Boaké, à Transua, à Bouna, à Séguéla, à Korogo, à Odiene, c'est où j'ai oublié encore, et à Abidjan. Il n'y a pas cité Yamsokoro? Ah non, autant pour moi. Yamsokoro, il y a une forte concentration là. Donc, vous voyez, je dis, le gouvernement souhaite, et c'est vraiment, nous sommes demandés au gouvernement, que les usines s'installent là où il y a la production, pour participer à la structuration de l'économie. Et pour aussi éviter que les grands pôles comme Abidjan deviennent des aspirateurs qui aspirent tout le monde.
Il est bon que des usines soient créées à Korogo pour créer donc de la valeur ajoutée, des emplois pour les jeunes, pour les femmes. Et c'est pour ça que nous avons choisi de faire les zones industrielles dédiées à la transformation à l'intérieur, à Bondoukou, à Boaké, à Korogo, à Séguéla. Donc voilà pour la localisation. Maintenant, sur la politique sous-régionale, oui, nous avons une politique sous-régionale. Le centre de formation dont j'ai parlé, notre usine-école, elle a la vocation sous-régionale. Parce que, vous savez, on ne parle pas souvent donc de la formation des ressources humaines, mais c'est le plus important. Vous avez, j'allais dire, c'est plus facile d'avoir de l'argent que d'avoir des personnes compétentes. Donc si vous avez de l'argent que vous injectez dans une usine, comme on a déjà vu sur le terrain, et après il n'y a personne qui sait gérer, ça va à la faillite. Et c'est malheureusement ce qui arrive avec beaucoup de nos investisseurs. Vous connaissez les Ivoiriens, comment on raisonne. Vous discutez avec quelqu'un, il dit « Ah, il y a l'argent dans l'anacar. » Ah bon, il a un petit fonds quelque part, il va créer son usine, il n'a même pas, il ne connaît pas l'environnement de la filière. Il ne sait pas comment ça se passe, comment on achète la matière première, et après il prend un cousin, il met là-bas. Bon, qui n'a pas la formation, mais c'est à lui la confiance. Après la confiance se gâte. Voilà. Oui. Monsieur le directeur général, je voulais poser la question. Le Vietnam et l'Inde absorbent la plus grande partie de vos produits. Est-ce que vous avez amorcé avec une discussion franche pour faire comme en fait le Ghana et la Côte d'Ivoire par rapport au cacao, pour qu'il y ait une convergence de vues par rapport au prix, pour que nos producteurs puissent avoir le plus grand gain? Merci. Oui, merci. C'est une question intéressante, sauf que l'exemple du Ghana et de la Côte d'Ivoire ne cadre pas bien avec ce que nous sommes en train de faire. Je m'explique. Le Ghana et la Côte d'Ivoire produisent du cacao et le vendent, et ils ont les mêmes clients. Nous, aujourd'hui, on produit les noix de cajou. On les vend au Vietnam, on les vend à l'Inde. Et on décide de transformer chez nous. Ce qui veut dire que très bientôt, l'Inde et le Vietnam vont manquer de matières premières. Le dialogue là n'est pas facile hein, dans ces conditions. C'est pas facile dans ces conditions. Donc, ce que nous avons dit à nos amis vietnamiens et indiens, c'est de faire la première transformation chez nous. Et ça, je l'ai dit dans plusieurs forums. Je dis, venez faire la première transformation chez nous. Parce que ce n'est pas dans la première transformation qu'il y a le maximum de jobs. On ne vous demande pas de fermer vos usines, mais venez faire la première transformation chez nous et prenez les amendes non dépelliculées pour les envoyer dans vos usines. Et c'est dans cette partie qu'il y a le maximum d'emplois. Mais en décortiquant chez nous, ça crée quand même des emplois. Vous voyez. Donc c'est ce partenariat gagnant-gagnant que nous avons proposé depuis que nous allons dans les différents forums, aussi bien au Vietnam, en Inde et même en Côte d'Ivoire, puisque nous avons donc aussi nos forums que nous organisons, et ils viennent tous les acteurs, parce que la Côte d'Ivoire, c'est le pays phare quand même de la production de l'anacarde. Quand nous faisons un événement, eh bien, le dernier que nous avons fait, c'était en février dernier, eh bien, la salle a refusé du monde. Et ça, c'est comme ça. Donc, or, dans un premier temps, ils n'ont pas cru en nous. Oui. Rapidement, juste une question. Moi, je dirige une société qui est spécialisée dans la digitalisation des chaînes de valeur agricole et j'aimerais savoir si le secteur anacarde et coton sont digitalisés en cours. Est-ce que vous avez des envies, des besoins dans ce sens-là? Oui, c'est une évolution incontournable. C'est une évolution à laquelle on ne peut pas échapper. Donc, nous avons... si on avait le temps, j'allais demander aux jeunes de vous répondre parce que c'est lui qui est au cœur de tout ça. Et donc, plus tard, vous allez pouvoir échanger puisque monsieur dit que mon capital temps est terminé. Donc, on peut continuer hors micro ces échanges. Et je peux quand même conclure, non? Ok. Vraiment, je voulais vous dire infiniment merci. Dire que nous restons disponibles. Voici l'adresse qui s'affiche. Vous pouvez toujours nous envoyer un petit mail pour des compléments d'information, pour des questions qui ne vous sont pas venues aujourd'hui, mais qui peuvent vous venir plus tard. Nous sommes entièrement disponibles.
Sachez que la Côte d'Ivoire est une mine d'opportunités. J'allais dire l'Afrique en général, mais la Côte d'Ivoire en particulier, avec ses productions agricoles. Imaginez que nous arrivons à transformer 500 000 tonnes de noix brutes de cajou. Quelle opportunité! Si nous arrivons à transformer 100 000 tonnes de coton fibre ou de fibres de coton, vous imaginez qu'est-ce que ça va créer comme richesse. Donc c'est une terre d'opportunités et nous vous invitons, au-delà donc de la simple transformation, il y a tout l'environnement, les équipements dont on a parlé, etc., qui font qu'il y a absolument la place pour vous tous en Côte d'Ivoire, dans toutes les filières. Merci beaucoup et donc à très bientôt.